Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce soir, Kinshasa demande à la Cour pénale internationale d'accélérer de dossiers contre l'agression rwandaise sur le sol congolais. Dans un reportage, vous verrez le ministre d'État de la RDC en charge de la justice exprimer sa préoccupation liée à la lenteur de traitement de certains dossiers à la présidente de cette Cour. Défi perceptif de développement de la pêche, quel avenir pour la RDC? Question au menu de cette célébration le 24 juin de la journée nationale de poisson. Grand angle ce soir sur cette rencontre organisée par la Fédération des entreprises. Et puis en sport, nous allons revenir sur cette toute première défaite de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Les Léopards sont inclinés face à la Colombie. Quelle est la suite pour le Léopard de la RDC? Analyse à suivre dans le corps de cet journal. Et puis un invité, il s'agit du ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Bonsoir, monsieur le ministre. Je reviens à vous dans quelques minutes. Bonsoir. Madame, monsieur, voilà tout pour l'introduction. Rendons-nous d'abord aux Pays-Bas où, à la Cour pénale internationale, le ministre congolais en charge de la justice porte la voix de son pays et exprime sa préoccupation liée à la lenteur de traitement de certains dossiers. Ce journal s'ouvre par ses reportages signés Eurydice Toutou. Qu'est-ce qui bloque l'évolution des enquêtes par la CPI en RDC? La réponse à cette question a conduit le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gefa Atondoko Andali, au siège de cette cour à La Haye, aux Pays-Bas. Face à la juge Demoko Akani, présidente de la CPI, et son équipe, le ministre d'État de la Justice, ont examiné les actions menées par la CPI en RDC. Guillaume Gefa a expliqué au cours de ces échanges les préoccupations du gouvernement congolais face à la lenteur de certains dossiers liés aux violations graves du droit international commises dans l'est du pays. Le ministre d'État de la Justice a également déploré l'absence des nouvelles poursuites contre Thomas Lubanga malgré sa condamnation antérieure par la Cour. Enfin, Guillaume Gefa a plaidé de l'ouverture des bureaux de représentation de la CPI en RDC qui sont à ce jour fermés et aussi la situation de la sous-représentation de la RDC dans les organes de la CPI et a annoncé la candidature de la RDC comme juge à la CPI. Réagissant aux préoccupations du ministre de la Justice, le procureur a promis pour la question de sous-représentation à appliquer les critères géographiques et pour la candidature, il a conseillé faire une campagne forte pour que le candidat de la RDC passe de la mise en accusation et l'ouverture du procès afin de présenter les preuves irréfutables pour obtenir la condamnation des auteurs des crimes graves. Au pays, c'est 24 juin 2026, la RDC a célébré la journée nationale de poisson. Deux activités ont été organisées à travers le pays. Grand angle sur cette rencontre organisée par la Fédération des entreprises du Congo sur le défi perceptif de développement de la pêche et l'aquaculture. Patricia Ungu, Didier Sefou et Dieu merci Sueka pour le reportage. Une célébration mise à profit par la Fédération des entreprises du Congo FEC à travers son comité professionnel des cultures, ouvrières, maraîchères, pêche et élevage pour organiser à Kinkole, commune de Lantsele, une rencontre mise en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs activités en vue d'accroître la production halieutique destinée à l'approvisionnement de la ville de Kinshasa, avec le thème de cette 59e édition consacrée à la pêche et à l'aquaculture, source insoupçonnée d'emplois et de richesses pour étayer ces sujets. Nous devons consolider notre pays en diversifiant les domaines. Il n'y a pas que les mines, mais il y a l'agriculture, il y a les pêches, il y a toute la transformation qu'il va faire aujourd'hui que nous puissions consolider notre économie. Et nous ne pouvons le faire que s'il y a accompagnement du gouvernement. Présent à cette cérémonie, le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, était représenté par son nouveau directeur général, Luto Nzolantima. FOGEC ne peut garantir que lorsqu'il y a une organisation. Donc nous devons sortir de cette zone informelle et nuire à notre propre économie. De son côté, le premier vice-président de la FEC, Ambroise Chioyo, a encouragé le renforcement des partenariats locaux afin de soutenir ce type d'initiative et de promouvoir le développement du secteur. Notre combat, c'est de ramener tous ceux qui sont dans l'informel dans une économie formelle. Il n'y a qu'une économie formelle
qui peut apporter la plus-value à notre économie d'une manière générale. Pour sa part, le directeur du cabinet du ministre de la Pêche et Élevage a présenté la politique du gouvernement visant à renforcer ces secteurs stratégiques essentiels à la sécurité alimentaire et au bien-être de la population congolaise. Et on écoute à présent le message du ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Il est au micro de Rodé Panda. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale du poisson, 24 juin 2026, pour la 59e édition, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a rappelé les thèmes placés sous les signes de la pêche et aquaculture, source insoupçonnée d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin 2026 la 59e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson. Longtemps considérée comme métier de refuge, la pêche et l'aquaculture ont été pratiquées pour la subsistance de leurs acteurs et n'avaient jamais bénéficié des appuis substantiels du gouvernement pour leur promotion. À ce jour, cette tendance est renversée grâce à la nouvelle vision de la revanche du sol sur le sous-sol prônée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, sert des lignes directrices et d'une nouvelle impulsion pour le développement de la pêche et de l'aquaculture en tant que secteur producteur. Pour le patron de la pêche, le gouvernement congolais, selon le patron de la pêche, le gouvernement congolais reste déterminé à accompagner les acteurs dans ce secteur pour assurer la sécurité alimentaire, tout en martelant sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la revanche du sol sur le sous-sol. La Journée nationale du poisson est célébrée par rotation en province. Et c'est pour permettre au gouvernement de communier avec les producteurs du poisson et d'échanger sur la réalisation effective du programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. Dans cet exercice opérationnel, les producteurs du poisson des provinces de la Tchopo, du Congo central, du Tanganyika et de la ville de Kinshasa ont eu en leur qualité de partenaires de prédilection du gouvernement, et c'est à l'occasion de précédentes éditions de la célébration de la Journée nationale du poisson des échanges effectués avec le ministère de la Pêche et de l'Élevage pour le devenir de la pêche et de l'aquaculture dans notre pays. Allez, on change carrément de registre. De plus en plus présente au poste de responsabilité, les femmes redessinent le visage de l'administration publique. À l'occasion plutôt de la Journée mondiale de la fonction publique, le gouvernement a mis en lumière les avancées de la féminisation de l'État et a réaffirmé son engagement en faveur du leadership féminin au sein de l'administration publique. Commentaire signé Cédric Enena et Nadine Kilocho dans un film de Moké Malouma. Longtemps reléguée au second plan dans l'administration publique, la femme congolaise est aujourd'hui au cœur des réformes de l'État. À l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée le 23 juin 2026, le gouvernement, à travers la vice-primature en charge de la fonction publique, a placé la commémoration sous les thèmes « La féminisation de la fonction publique, la femme, élite d'aujourd'hui et de demain ». Pour marquer cette journée, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni les étudiantes venues de plusieurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Objectif, les sensibiliser aux progrès enregistrés dans la promotion du leadership féminin au sein de l'administration publique. Chers étudiantes, la RDC que nous voulons bâtir a plus que jamais besoin de vous. Notre administration ne peut plus être le miroir d'un passé inégalitaire. Elle doit devenir le reflet fidèle d'une société qui reconnaît la valeur des femmes. Vous devez savoir et surtout croire que vous êtes la fonction publique de demain. Au cours des échanges, Jean-Pierre Liaou a également présenté les avancées majeures de la réforme de l'administration publique menée sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, avec une attention particulière portée à l'égalité des chances et à la promotion de la femme. Franchement, j'ai été revigorée. Je me suis projetée carrément dans une carrière professionnelle au service public. Il n'y a plus de favoritisme
Il n'y a plus de recommandations comme on le voyait autrement. Une avancée majeure, capitale, indispensable et nécessaire pour notre nation. Je le disais à l'entame de cette édition, avec le ministre de la Santé, nous allons parler de l'épidémie à virus Ebola. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Qu'en est-il de la situation épidémiologique générale en RDC? Merci beaucoup. Avant de parler d'Ebola, je voudrais d'abord rassurer un peu nos compatriotes par rapport à la situation qui s'est passée dans le village de Mukulubiala à Bulungu, dans le Kwilu, où on a remarqué un phénomène de décès de 14 personnes en une vingtaine de jours, ce qui a fait craindre une épidémie encore là-bas, dans cette partie du pays, dans le Grand Bandundu. C'est des personnes qui ont présenté des signes infectieux, notamment mal de tête, notamment vomissements et puis parfois diarrhée et des faiblesses généralisées, avec parfois la fièvre. Et donc nous avions envoyé nos équipes sur place pour aller évaluer, d'abord faire des prélèvements. Et donc nous avons testé tous les échantillons. Nous pouvons dire une chose ce soir. Il n'y a pas Ebola. Il n'y a pas Ebola, il n'y a pas les filovirus. On appelle les filovirus ces virus qui donnent des fièvres avec beaucoup d'hémorragie, comme Marburg, comme Ebola. Donc c'est pas ça du tout. Mais par contre, 6 échantillons sur 10 ont rapporté vraiment de cas de paludisme. Et donc nos équipes vont étendre l'évaluation, mais c'est un phénomène qui ressemble plutôt à une maladie infectieuse commune en lieu et place de maladies sévères comme nous avons connu, notamment comme nous connaissons Ebola. Et outre 6 cas isolés, qu'en est-il de la situation dans les provinces touchées ou dans d'autres provinces de la RDC? Non, il n'y en a pas ailleurs. C'est vraiment ce phénomène-là qu'on a vu dans ce village. Y a-t-il de nouveaux guéris? Y a-t-il d'avancement en termes de riposte? Oui. Alors là, c'est pas encore. Là, je parle encore de cette épidémie, cette maladie qu'on a vue à Mukulubiala dans le Bandundu, notamment à Kwilu. Maintenant, pour Ebola, vous savez que c'est une maladie une épidémie qui est en cours depuis le 15 mai dernier. Donc nous avons dépassé un mois, une semaine. Et nous avons aujourd'hui, comme vous savez, je vous donne toujours les derniers chiffres. Et nous avons au total 1094 personnes qui ont été contaminées, mais ça c'est depuis le début de l'épidémie, c'est du cumulé, donc c'est vraiment tous les cas cumulés, et nous avons 277 décès, ce qui fait à peu près qu'on est autour de 25,3% de taux de létalité, donc la mortalité. Maintenant, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dépassé maintenant les 115 guéris qui sont sortis de nos centres de traitement. Et donc, moi, je reviens de Bunia il y a 3 jours où j'ai été évaluer la situation avec le ministre de l'information, porte-parole du gouvernement, où nous avons vu l'état de la riposte. Et d'ailleurs, nous avons amené là-bas des députés nationaux du coin, de l'Ituri, qui ont, avec nous, constaté l'état de la riposte. Et selon ce que tous nous avons constaté, la riposte est très solide. Et nous avons amélioré beaucoup de choses, notamment nous avons amélioré le laboratoire, parce que vous savez qu'il faut tester rapidement les malades pour pouvoir séparer ceux qui ne sont pas Ebola de ceux qui sont Ebola, étant donné qu'ils présentent tous souvent des signes qui se ressemblent. Et deuxièmement, ce qu'on a beaucoup amélioré, qui commence à porter des fruits, c'est la sensibilisation des communautés, où nous voyons maintenant les malades venir eux-mêmes se présenter pour pouvoir être pris en charge. Alors, ce phénomène est très important, parce que ça permet aux gens, ça veut dire que les gens viennent tôt. Et quand ils viennent tôt, le taux de mortalité baisse beaucoup. On l'a vu notamment à l'hôpital de Bunia, où le taux de mortalité est descendu aux alentours de 13-14%, grâce à la prise en charge précoce, parce que les gens viennent tôt. Donc, le message que je réitère encore ce soir, il faut que les gens viennent le plus rapidement possible quand ils présentent ces symptômes. Et puis, alors, peut-être un point important, c'est que nous sommes toujours dans les 3 provinces. Nous sommes toujours dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu.
Et puis autre chose, ces sujets a fait la une de l'actualité de ce mercredi. Selon l'agence France Presse, un patient venant de la RDC a été diagnostiqué positif au virus Ebola. Monsieur le ministre de la Santé, est-ce que vous confirmez cette information? Oui, alors c'est vraiment une occasion pour moi de remercier les prestataires de soins parce que c'est un médecin réanimateur qui travaille depuis 1 mois tous les jours avec des malades. Donc c'est un vrai cas contact des malades qui a fini son tour parce que c'est un employé de l'ONG Alima. Et j'en profite ici pour remercier beaucoup cette ONG qui nous aide beaucoup et qui est une ONG qui a notamment à Rwampara où travaillait d'ailleurs ce réanimateur, à Rwampara où je suis parti voir. Cette ONG a construit le centre de traitement Ebola. Vraiment, donc, je remercie cette ONG et je remercie surtout les prestataires de soins parce que ça, c'est un cas qui montre que quelqu'un de très expérimenté comme lui, mais au bout d'1 mois, au bout de plusieurs semaines, une erreur peut arriver dans la surveillance, dans la précaution. Et nous avons donc su que ce médecin qui a fini son tour est parti en France. Et c'est en arrivant en France, parce qu'ici, il n'avait pas de symptômes, il est passé par ici le 19, il est parti le 22. Il n'avait pas de symptômes, donc il n'était pas contagieux. D'ailleurs, il a été repéré, il a été contrôlé à l'aéroport avant son embarquement, il n'avait pas de fièvre. Et c'est en arrivant en France qu'il a présenté des signes légers. Mais comme c'est quelqu'un qui travaillait avec les malades qui étaient contaminés, donc il connaissait les signes, il est parti se présenter à l'hôpital. Et là, on a fait le test, et le test était positif. Mais aujourd'hui, donc, il était stable, il ne présentait pas de signes particuliers, il était stable. Donc, c'est quelqu'un qui travaille au quotidien avec les malades Ebola, c'est quelqu'un qui soigne des malades Ebola, donc c'est pas un contact dans la ville, c'est quelqu'un vraiment qui est ce nous on appelle les contacts à très haut risque, donc les gens qui travaillent avec les malades. Dernière question, monsieur le ministre, en quelques secondes. Donc, en est-il du lancement Étoile Bleue? Alors, Étoile Bleue, en résumé, 2 mots. Chaque fois que vous faites un accident, vous faites un malaise, vous le voyez tout le temps dans la rue, dans la ville ici, il n'y a aucune intervention des pouvoirs publics. Il n'y a personne qui vient vous aider, il n'y a pas une ambulance qui arrive, il n'y a pas un système de prise en charge médicale qui arrive. Et ce manque de prise en charge entraîne des milliers de morts en extra-hospitalier chaque année. Avant que le malade n'arrive à l'hôpital, il meurt parce qu'il n'y a aucune assistance. Et Étoile Bleue, c'est la réponse à ça. C'est vraiment, comme notre but est de diminuer la mortalité de Congolais, mais dans tous les secteurs, et on sait que les secteurs des accidents de circulation, des accidents vasculaires cérébraux à la maison, de tous les accidents qui surviennent, que ce soit des brûlures, toutes ces choses qui peuvent survenir avant l'hôpital. Maintenant, on a un système qui va intervenir. Vous appelez un numéro, ça va être le 199. Vous appelez ce numéro et les secours vont arriver. Et ça va être lancé le lundi prochain par le président de la République. Monsieur le ministre, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Sport à présent. La RDC a enregistré sa toute première défaite à la Coupe du Monde 2026 en s'inclinant face à la Colombie. Les Léopards devront impérativement obtenir un résultat favorable lors de leur prochaine rencontre. Regardez. Malgré l'heure à laquelle elle s'est jouée, la rencontre RDC-Colombie a tenu en haleine des milliers de Congolais qui s'étaient massés devant leur poste téléviseur réagissent. Vous avez vu que la plupart des joueurs étaient fatigués. Oui, ça a été presque absent de lui-même. Wan-Bissaka, la même chose. Donc, je pense qu'il doit revoir ça. J'aimerais juste demander à ce que l'entraîneur puisse essayer un peu d'ajuster au niveau de médiane et l'attaque aussi, parce que le défense, ça tient bon. Bien que Passier, là, il est vraiment un homme de match, il a prouvé de quoi il est capable. C'est une déception énorme. Je suis déçu, mais voyons voir avec le 3e match ce que ça pourra donner. L'espoir fait vivre, dit-on. On attend le 3e match. On donne encore une autre chance à notre équipe, peut-être... de bonnes choses sera de notre côté. C'est le foot, on a encore un match à jouer, on peut espérer avoir une bonne place. Toujours, le Congolais ont veillé pour ne rien rater de cette rencontre. Voici l'ambiance qui a régné à Kinshasa lors de cette rencontre sportive. Durant toute la rencontre opposant la RDC et la Colombie, Kinshasa a refusé de dormir.
Dans plusieurs coins de la capitale, des milliers de supporters sont restés mobilisés derrière leur équipe nationale. Au siège de Banakin, l'ambiance était particulièrement électrique. Réunis autour du président de cette structure, Godard Motemona, les Kinois ont répondu massivement à ce rendez-vous sportif pour encourager les léopards engagés dans cette Coupe du Monde 2026. Sur le terrain, les Congolais ont livré un match difficile face à une équipe colombienne techniquement solide. Après une première période soldée par un score nul et vierge, la Colombie a fini par trouver le chemin de filer en seconde période. Malgré cette pression constante, le gardien congolais Lionel Mpassi s'est illustré de manière magistrale. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, il a empêché à maintes reprises les Colombiens d'alourdir le score. Sans ces interventions spectaculaires, la RDC aurait pu subir une défaite beaucoup plus lourde. Malgré la déception, les supporters kinois gardent espoir. Pour eux, cette première participation de la RDC à la Coupe du Monde, après 52 ans d'attente, représente déjà une immense fierté nationale. Nous avons joué. Malheureusement pour nous, l'attaque n'a pas été très décisive pour le match d'aujourd'hui. Mais je pense que si l'entraîneur prend l'équipe en main et donne de nouvelles orientations à l'équipe, je crois que pour le prochain match, pourra être un peu plus décisif. Nous ne devons pas baisser les bras. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine rencontre contre l'Ouzbékistan. Un match crucial pour les léopards qui tenteront d'arracher une première victoire afin de totaliser 4 points et espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Vous avez certainement reconnu la voix de Sondra Nyangui. Dans l'actualité également, une délégation de présidents des assemblées provinciales de la RDC chez le président du Sénat. Avec Jean-Michel Samalou Konde-Kenge, il était question pour ces députés provinciaux de présenter le défi urgent de leur province. Janine Kalenga, Gilompiana et bienvenue Loussala pour le reportage. En prélude de la session extraordinaire prévue au mois de juillet 2026, une délégation des présidents des assemblées provinciales a échangé avec le président du Sénat Jean-Michel Samalou Konde-Kenge sur un certain nombre de dossiers importants et urgents. Après échange fructueux, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matenzolo, est revenu sur l'essentiel de cette rencontre. La conférence des présidents va organiser une session extraordinaire du 6 au 10 juillet de cette année et que le président du Sénat est l'un des panélistes qui devrait intervenir. Nous sommes venus lui remettre l'invitation officiellement. Deuxièmement, nous avons pensé que les assemblées provinciales ont beaucoup de problèmes et que le Sénat qui nous représente au niveau national devait s'imprégner. Et aussi, nous avons abordé la question de la révision ou le changement d'imposition. Les assemblées provinciales constituent 780 députés provinciaux. Et dans ce cas-là que nous avons échangé, quelle sera la contribution des assemblées provinciales, quelle sensibilisation nous pouvons porter et quel accompagnement que nous pouvons porter pour la stabilité de notre pays. Et surtout, nous n'avons pas oublié la guerre qui sévit dans l'Est de notre pays. Tout en réaffirmant leur soutien à la vision du chef de l'État pour restaurer la paix et renforcer l'unité nationale, les députés provinciaux souhaitent que le Sénat, en tant que chambre des entités territoriales, s'occupe du dossier des arriérés de leurs émoluments afin de débloquer les ressources. Et puis ces concepts Boigna, il s'agit d'un concours d'excellence initié par le ministre de Mines. De meilleures solutions imaginées par de jeunes pour moderniser et sécuriser le secteur minier congolais ont été primées. Cédric Kenil. L'intelligence rencontre les mines, l'innovation prend le pouvoir. Les concours d'excellence Boigna a couronné les meilleures propositions élaborées par les jeunes énarques pour relever les défis du secteur minier. Portée par les ministres des Mines Louis Watum Kabamba, cette initiative a mobilisé 48 participants autour des thématiques stratégiques allant de la gouvernance minière à la lutte contre la fraude. Puisse l'esprit de Boigna continuer à inspirer le patriotisme, l'innovation, la recherche permanente de l'excellence au service de notre pays. Les candidats ont présenté des solutions innovantes destinées à renforcer la performance du secteur. Les équipes les plus convaincantes ont été récompensées par un jury d'experts. Ils ont eu
Ceci dit, les ministères des Mines misent sur l'excellence, l'innovation et les compétences nationales pour bâtir l'avenir du secteur minier congolais. Et pendant ces temps, les experts sont appelés à une meilleure régulation et à la transparence dans la gestion du secteur minier. Expo Béton met dans la main avec la DRC Mining à Lubumbashi. Ces deux structures économiques sont toujours ensemble dans des grands forums en quête des opportunités des affaires. La 21e édition de la DRC Mining en est la preuve. Le président d'Expo Béton encourage ainsi les entreprises à participer à ce type d'assises. Et toutes les autres organisations, nous mettons à chaque fois, à chaque édition, des sujets et aussi des opportunités d'affaires. Et ceux qui sont vraiment certains de vouloir investir en RDC ne manqueront pas d'y être. Le secteur de mines est couvert par une législation, explique ce grand opérateur économique qui dégage la possibilité d'œuvrer dans les normes requises. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que ceux qui sont dans le secteur puissent se rencontrer et nouer des affaires pour pouvoir leurs différents business. D'après Jean Bamani Sassaïdi, le secteur du bâtiment et le travaux publics évoluent ensemble avec le mine pour explorer, exporter le mine, car il faut des infrastructures, de l'électricité, des routes, des chemins de fer, d'habitat et de la législation. Nous avons la loi sur l'aménagement du territoire, la loi 025, et c'est une base qui ramène à ce que nous puissions avoir une planification spatiale de nos espaces. Aujourd'hui, on a le cadastre minier, le foncier, demain peut-être l'agricole, etc. Pour savoir quels sont les espaces qui sont destinés aux activités diverses. Il y a à définir le carré minier urbain en fonction des activités existantes, dès lors que les investisseurs privés ont plus le droit que l'État. Le constant est que chacun construit sans loi ni code sur l'humanisme, un ordre d'urbanisme et la mise en niveau du personnel sont recommandés pour éradiquer le mot court dans les secteurs d'urbanisme. C'est une décision stratégique destinée à renforcer la mise en œuvre des infrastructures commerciales et à consolider l'intégration économique de la RDC dans l'espace Grand Lac. Le membre du comité interministériel de pilotage du projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région de Grand Lac ont validé un budget 2026 revu à la hausse. Eric Kabamba. Autour de ces tables, sous le regard de quelques membres du gouvernement, ces experts viennent d'adopter plusieurs mesures stratégiques visant à redessiner les échanges commerciaux entre la RDC et ses voisins de la région des Grands Lacs. Parmi les principales résolutions figure le réajustement du budget 2026 du projet à 17 500 000 $ américains. Les participants ont également recommandé le renforcement de la gouvernance du programme ainsi que l'accélération de l'exécution des travaux dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le comité a par ailleurs validé l'extension du projet vers le corridor des Lobito et des Bananas afin de soutenir le développement de nouveaux corridors de croissance industrielle. Quant aux projets prévus dans les zones actuellement sous occupation, ils ont été maintenus et seront exécutés dès le retour de la paix. Présidé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, qui avait à ses côtés le ministre d'État en charge de l'agriculture et la ministre du Genre, cette réunion a également formulé plusieurs recommandations à l'endroit de la Banque mondiale, principal bailleur du projet. Il s'agit notamment de l'intégration du corridor vert dans les Grands Équateurs, ainsi que la construction et la digitalisation des postes frontaliers à arrêt unique dans les Hautes-Souélés. À l'issue des travaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a insisté sur l'effectivité du régime commercial simplifié entre les RDC, les Burundi et l'Ouganda. En province, une délégation du guichet unique a échangé avec le gouverneur du Haut-Katanga, Christine Lenzo. En cette période de la tenue de DRC Mining Week 2026 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les responsables des différents secteurs sont en train de nouer des contacts avec le gouverneur de cette province, Martin Kazembe Choula. Les cas du PCA du guichet unique, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, à ses côtés, le DG intermaire Yolène Kayakez Amoutond. Il était question du guichet unique dans son aspect commerce extérieur. Échanger avec lui sur certains problèmes qui concernent nos services, notamment ceux qui concernent le commerce extérieur dans le cadre du guichet unique
intégrale du commerce extérieur. Nous avons été très bien reçus par son Excellence Monsieur le gouverneur. Nous lui avons posé certains problèmes auxquels il a trouvé immédiatement solution et nous continuons à œuvrer de commun accord pour assurer la continuité de nos services. Le gouverneur Martin Kazembe, qui a été d'une oreille attentive, proposerait d'accompagner ses dirigeants pour assurer la continuité de ces services de l'État dans sa province. La cellule de gestion de projets de marché public de ligne maritime congolaise vient de subir une mise à niveau. Rekinzo Ziloya et Fiston Wavingala. Aux lignes maritimes congolaises, renforcer les compétences pour mieux gérer la commande publique. 18 cadres viennent de recevoir leur brevet de participation à la clôture d'une formation approfondie sur les procédures nationales de passation des marchés publics, organisée avec l'appui de l'autorité de régulation des marchés publics, avec en sa tête le directeur général, Maître Claude Kayembembaye. Je tiens à saluer la clairvoyance de Madame le directeur général intérim, dont la vision stratégique a permis la tenue de ces assises. Son investissement dans la montée en compétences du personnel des lignes maritimes congolaises dans le domaine de la commande témoigne sans équivoque d'une exigence de rigueur et d'une volonté manifeste de veiller à la sauvegarde des deniers publics. Au front de cette bataille qui exige à créer davantage de cohérence entre les fonctions opérationnelles de l'entreprise et les exigences de gouvernance. Pour la directrice générale par intérim des lignes maritimes congolaises, Gisèle Mboissiem Mbouing Moupa, cette formation répond directement aux besoins internes identifiés afin de rendre les cadres plus efficaces dans l'exercice de leurs responsabilités. Au total, 14 cadres des lignes maritimes congolaises ont suivi cette formation approfondie, intégrant ainsi des compétences susceptibles de les rendre plus opérationnels et plus efficaces à leur poste de travail respectif. Notre satisfaction d'autant plus profonde que la formation a été assurée par l'ANP, organe technique et légalement compétent. En associant plusieurs directions à cette mise à niveau, les lignes maritimes congolaises entendent consolider une chaîne de décisions plus fluide. Les participants ont visité les règles qui encadrent la commande publique depuis l'expression des besoins jusqu'au contrôle et au paiement des marchés. Et puis, c'est sujet au menu de la rencontre ce mercredi entre la ministre d'État en charge des hydrocarbures et le directeur général de RDC. État d'avancement des infrastructures pétrolières, les investissements et les projets d'interconnexion. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bantubo Lambongo, a eu une séance de travail ce mercredi 24 juin avec le directeur général de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en RDC. Dans ce moment, Richard Beya-Ilunga a fait le point sur l'itinéraire qu'il a fait, les investissements des infrastructures pétrolières et l'interconnexion. Selon lui, cette réunion était importante pour avoir les orientations de la patronne des hydrocarbures. Comme d'aucuns le savent, l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières est une entreprise d'État qui a été constituée pour gérer les infrastructures existantes de logistique pétrolière, mais aussi pour développer les infrastructures avec cet accroissement en consommation de produits pétroliers et produits gaziers. Elle a pris de bon œil les revendications que l'entreprise nationale de gestion des infrastructures a portées à son endroit. Elle nous a abordé autour des différents projets structurants gouvernementaux avec les différentes infrastructures qui sont à construire dans les jours qui viennent, et elle a évoqué la possibilité d'intégrer l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières dans ce processus de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Pour rappel, l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières est une société commerciale créée le 15 janvier 2026 par le gouvernement congolais. Sa mission principale est de gérer, sécuriser les infrastructures pétrolières stratégiques du pays dans le but de renforcer la souveraineté et l'indépendance énergétique nationale. Du pont Mwanza-Ngomba est alarmant. Il risque de céder. Le ministre des Infrastructures évoque un plan d'urgence. Commentaire à suivre dans nos prochaines
éditions. Le complexe scolaire Camo retrouve son éclat après plusieurs années marquées par la vétusté de ses infrastructures et de conditions d'apprentissage difficiles. Rodépanda. Le complexe scolaire Camo, relevant de la communauté presbytérienne des Matete, a atteint le poids de vétusté au fil du temps, rendant les conditions de travail et d'apprentissage difficiles. Aujourd'hui, cette infrastructure scolaire retrouve totalement son visage d'antan, grâce aux actions de l'honorable Mayo Mambeke Jean Baudouin, député national élu de la circonscription du Mont-en-Bas sous la bannière de l'UNC. Lancé depuis le 24 septembre 2025 avec la dotation de plus de 250 bancs pupitres offerts par le service national pour appui à la gratuité de l'enseignement porté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur demande des autorités scolaires pour la réhabilitation des toitures des différents bâtiments de cette école, le député national n'a pas hésité pour apporter son soutien. Promesse tenue, le samedi 20 juin, il a procédé à la coupure symbolique du ruban marquant la fin des travaux de réhabilitation à la satisfaction des élèves, des parents et des responsables de la communauté presbytérienne, dont le représentant du président de la communauté a exprimé sa reconnaissance pour cette réalisation. Aujourd'hui, c'est l'Institut Camo. C'est pour démontrer notre attachement à l'enseignement, à l'éducation. Et nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer avec nos maigres moyens pour l'avenir de nos enfants. Présent à cette cérémonie, le sous-prophète a formulé de nouvelles sollicitations auprès de leurs élus pour la construction d'un complexe destiné aux activités parascolaires ainsi qu'un accompagnement accru en faveur des établissements conventionnés privés. Cette réhabilitation constitue un signal fort de proximité entre l'élu et sa base, ont indiqué les parents à travers leur comité. Autre grand titre de ce soir, c'est un appel à la vigilance lancé à la population par l'Union sacrée de la nation. Cette méga plateforme politique rejette et condamne la déclaration de la SANCO. L'Union sacrée de la nation réaffirme son engagement pour le changement de la Constitution. Robert Ndaye. L'hymne de l'Union sacrée de la nation retentit dans une salle archicombre et face à la réaction de certains évêques catholiques de la SENCO, la riposte de la plateforme présidentielle ne s'est pas fait attendre. L'Union sacrée de la nation, réunie ce mardi 23 juin 2026 au fleuve Congo Hotel, a rendu publique une déclaration politique dans laquelle elle condamne avec la dernière énergie la prise de position de certains évêques catholiques, estimant que certains prélats ont tenu des propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre constitutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la SENCO, en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. Dans cette déclaration, l'Union sacrée de la nation demande à ses évêques de faire preuve de retenue. Venus des quatre coins de la République, députés, sénateurs et présidents de regroupements politiques, les participants à cette grande réunion réaffirment leur loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Satisfaction du secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu. Je suis satisfait, la réunion a eu lieu, la réunion de l'Union sacrée de la nation. Vous avez vu toutes les composantes. L'Union sacrée met en garde certains politiciens et rassure que le peuple se décidera le moment venu. Tout ce que les évêques ont dit, nous les avions rejetés en bloc et nous restons liés et derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le garant de la nation. Parce que nous nous alignons du côté du changement de la Constitution et nous venons rappeler à la population congolaise que nous sommes prêts pour le référendum. Cette rencontre s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. De parti et formation politique toujours, la ville de Lubumbashi a servi de cadre à un plaidoyer en faveur du changement de la Constitution. Une foule immense s'élève répondant à l'appel des décideurs de l'UDPS et de la C4.
Freddy Mbouyi et Eric Bamaros proclament, je cite, « Changer la Constitution, ce n'est pas un texte, c'est une respiration normale. C'est arracher de vieilles pages figées, bâtir des institutions solides, transformer la loi fondamentale en boussole du progrès », a-t-il renchéri. Les partisans du maire de Lubumbashi, présents pour la circonstance, ont insinué une réalité de forte compréhension sur leur effigie. On pouvait lire ces changements et la promesse d'une république fière, souveraine, tournée vers l'avenir. Des mots bien choisis pour montrer la force du référent de ce message. Dans la ferveur, Eric Bamaros a été installé à la tête de la coordination urbaine de la C4. Un axe politique fort, scellant alliance idéologique avec le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'UDPS. Des milliers de Congolais ont vibré d'une même conviction, celle de quitter les rives de l'immobilisme pour atteindre celle du progrès. Changer la Constitution, c'est donner au peuple le clé de son destin. C'est refuser que les générations futures soient prisonnières d'un cadre dépassé et leur offrir une charte qui protège leurs droits, valorise leurs ambitions et reflète la réalité de leur quotidien. Ces changements est donc l'acte de foi d'une nation qui choisit l'adaptation plutôt que l'inertie, la modernisation plutôt que l'usure. C'est la promesse que la République démocratique du Congo marchera d'un pas sûr vers l'horizon des possibles porté par la voix de ses citoyens et la force de son unité. Clos et chapitre le mouvement de solidarité pour le changement s'aligne parfaitement derrière le chef de l'État. Son autorité morale, Laurent Batomona, a organisé le week-end dernier une matinée politique s'exprimant clairement sur le changement de la Constitution. C'est un reportage d'Edith Chala. Dans la lignée des fidèles de Tshisekedi, du père au fils, Laurent Batomona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, est un des pionniers. Attentif à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il est toujours aux avant-postes. Samedi dernier, au cours d'une matinée politique organisée pour éclairer les militants sur les questions d'actualité, notamment la révision ou le changement de la Constitution, Laurent Batomona, Kandinkam, n'a laissé place à aucun doute. Nous avons parlé de la Constitution. Le chef de l'État a demandé qu'on puisse créer une commission. Nous sommes derrière sa vision. Nous attendons le mot d'ordre qu'il va donner par rapport à cette grande question qui est aujourd'hui un enjeu important pour notre pays. MFC a toujours été derrière la vision du président, non seulement en tant que parti politique, aussi dans son regroupement qui est AAP. Président de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, de Tony Kankou, aux représentants du chef de l'État, l'autorité morale du mouvement des solidarités pour le changement Laurent Batomona a encouragé tous les cadres du parti à se montrer plus engagés sur le terrain, comme son président interfédéral du Parlement du changement Prince Ngwanza. Devant une assistance fortement mobilisée, l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement a tenu à souligner les efforts exceptionnels déployés par ce jeune cadre dans l'organisation de cette activité politique. Pour éviter des ordres et désorganisation, le coordonnateur de la Coalition nationale de volontaires pour la défense de la patrie, Bazalendo, parle du rôle de cette structure pour la défense de la RDC. Deux images de Bijou et Kamba dans un commentaire de Toto Sungu. Un volet qui concerne le plan structuré, considéré comme essentiel pour l'avenir des Wazalendo et la préservation de la souveraineté nationale. Il faut réorganiser les Wazalendo pour considérer les bases de ces mouvements et de renforcer son efficacité sur le terrain. Cette démarche vise notamment à améliorer la coordination entre les différents acteurs engagés dans la défense du territoire en favorisant une meilleure communication sur toute la hiérarchie des commandements des opérations de forces armées, a indiqué le coordonnateur Dadi Saleh. Je vais féliciter d'abord le chef de l'État qui est non seulement des garants de la nation, mais le chef des armées, parce qu'il a répété à plusieurs reprises récemment que nous devons récupérer chaque mètre et centimètre de nos territoires. Donc nous les remercions pour ça. Nous réitérons à tous les services, à toutes les instances effectivement qui fonctionnent avec le VDP, une meilleure collaboration pour que nous puissions arriver au résultat. Nous n'avons qu'une seule armée, ce sont les FARDC. Le rôle de Wazalendo, c'est suppléer, c'est venir aider l'armée congolaise. Il faut avoir confiance au Wazalendo,
mieux nous organisons les Wazalendo ensemble, mieux nous gagnons la guerre et mieux effectivement la vision du chef de l'État serait en train de se réaliser. La CNVDP, c'est la coalition effectivement nationale pour les volontaires de la patrie, les Wazalendo. Et nous sommes là pour représenter tous les Wazalendo de la République démocratique du Congo. Une plateforme politique devrait voir le jour dans le tout prochain mois avec la mission de porter la vision du mouvement, structurer davantage les actions des Wazalendo et contribuer activement aux réflexions nationales sur la sécurité, le patriotisme et le développement de la République démocratique du Congo. Le journal a été écrit par Gasline Bassana. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chulubo, en kikongo, sur la RTNC et la RTNC.cd. À toutes et à tous, prenez très bien soin de vous.